Maintenant, peut-être il y a des questions. Oui, alors je reprends un petit peu la main. Il y a des questions justement. Alors on pourra peut-être pas répondre à tout le monde et si c'est pas le cas, parce que là on va se laisser encore une toute petite demi-heure parce qu'on a déjà perdu quand même quelques participants. On répondra par la suite par écrit. Hein. Voilà, on a noté nous quasiment toutes les. Oui, Morgane, tu peux m'afficher, me poser la question. Euh, et moi j'active ma caméra. Excusez-moi, je l'avais coupée. Voilà, on va répondre à quelques questions. J'avais juste moi une petite précision à faire parce qu'on a eu quelques commentaires malheureusement sur l'aspect commercial du webinaire. Il est resté quand même en très très grande partie informatif avec la chance que l'on a d'avoir des informations de grande qualité de la part de Gilles et puis du laboratoire Solinature Ecolab. Bien évidemment, derrière, ben, on vient avec des solutions et cette solution a un prix, donc on peut voir ça comme du commerce, mais aussi comme tout simplement une solution. En tout cas, nous, notre volonté première, c'est pas avec des aliments complémentaires que Nico gagne sa vie, heureusement, parce que sinon on serait plus là. Notre seul et unique but est d'arriver, si vous voulez, avec notre expérience personnelle, nos 200 ruches et ce à quoi on a fait face, eh bien, si on trouve que quelque chose fonctionne, on essaye de le proposer, on va dire, avec la plus grande bienveillance et amour de l'apiculture que l'on a. Voilà. Donc, pour ceux qui ont été choqués par la vente de produits, on s'en excuse, mais c'était pas le but. Alors, je peux revenir là-dessus quand même parce que c'est très oui, si tu important. veux. Au maximum, le coût du traitement préventif, c'est 2 € par colonie. Et compte tenu, j'allais dire, de ce qu'on met en face, la valeur d'une colonie, je pense que c'est vraiment ridicule. Donc, effectivement, le but n'est pas de proposer un traitement avec un prix excessif, mais de rester dans quelque chose qui soit raisonnable. Ok. Gilles, je pose les questions. On essaye de faire des Oui, réponses ultra je suis rapides. prêt. Je suis prêt. Est-ce qu'il faut faire donc le test même si on ne voit pas de symptômes? Ça dépend j'allais dire, de l'attitude de chacun. Si les gens sont inquiets, alors non, on fait un test tout le temps quand il n'y a pas de symptômes. J'insiste là-dessus, il n'y a jamais de symptômes. Quand je vous interroge aujourd'hui en vous disant, alors où est-ce que tu en es aujourd'hui? Tout le monde me répond, les caisses sont pleines, les abeilles sont merveilleuses. Donc, en cette saison, c'est simplement essayer d'anticiper, de prévoir ce qui va se passer pendant l'hiver. Maintenant, on peut aussi intervenir en cours de saison, et là, effectivement, on est sur des colonies qui ont l'air de perdre de la vitesse, de s'affaiblir, et donc là, on est sur un symptôme qui est pas très important, mais qui peut être significatif et nous inciter à faire un test. De ce qu'on comprend de toute manière de ce que tu as pu dire, c'est que une colonie, une reine sans virus, ça n'existe pas. Donc, Tout à fait. voilà. Ça, on est OK. formel là-dessus. Bon, quelle ruche sélectionner pour le prélèvement du patobie? Ça vient un petit peu se croiser. Il n'y a pas forcément de ruche à sélectionner en particulier. Celle qui aura le plus de symptômes, ce sera peut-être presque trop tard. Est-ce qu'il y a t'as un conseil quand même à donner là-dessus? Oui, c'est une ruche qui est plus faible que les autres. On ne faut pas dire qu'elle soit agonisante, mais qui montre moins d'activité. Donc, mais vous savez, il ne faut pas trop vous prendre la tête parce qu'on voit que c'est vraiment très uniforme et qu'on a suffisamment d'informations pour ne pas dire il faudra prendre sur plusieurs ruches dans un rucher. D'accord. Est-ce qu'il y a une meilleure saison pour faire l'analyse? Ah ben, la saison déterminante, c'est celle que l'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que si on veut faire le bilan et préparer sa grappe hivernale, il faut impérativement la mettre dans les meilleures conditions qui soient, donc c'est-à-dire la débarrasser de ses pathogènes, et vous ne pouvez le faire que si vous faites votre analyse. Alors des analyses, on ne va pas les multiplier. On fait une première analyse la première année, on a le profil qui va nous déterminer la première intervention, et en fonction du résultat de la première intervention, c'est-à-dire de la mortalité en sortie de premier hiver, on va pouvoir déterminer tout simplement, je fais ces conseils-là dans les recommandations que je fais dans les commentaires d'analyse. On va pouvoir dire, si on a brutalement passé de 30% de mortalité à 0,5% par exemple, ça veut dire qu'on a tapé juste, et pour l'année suivante, on refera le même type de traitement, mais un peu plus allégé.
Donc c'est à chacun de suivre très scrupuleusement les indications qu'on va donner. Il n'y a pas aujourd'hui de gens qui soient lâchés dans la nature comme ça sans qu'on les guide. Bon, une autre question, je ne sais plus si la personne sera là, mais voilà, pourquoi ma ruche se vide dès l'entrée de l'automne? Bon, ben là, si on veut une réponse concrète, ce sera faire un test de patobie, analyser les abeilles. Tout à fait. La réponse peut être multiple avec autant de causes que tu as pu présenter en virus, en maladie, etc. Je fais une Oui. petite parenthèse, c'est que aujourd'hui, peut-être que nos échantillons sont biaisés, c'est-à-dire que ça s'adresse à des effectifs où c'est le pathogène qui est dominant. Je ne nie pas l'influence des pesticides, mais pour l'instant, quand je trouve un prélèvement pour lequel je dis le taux de pathogène présent ne peut pas expliquer les pertes qu'on a eues, je m'empresse de prendre mon téléphone et d'appeler l'apiculteur pour lui dire je ne comprends pas, tu nous dis 30-50% de pertes et moi avec ce que j'analyse, je ne peux pas trouver. Donc je le renvoie systématiquement à une enquête sur l'environnement et les pesticides. Et je suis ravi de pouvoir trouver des exemples de ce type-là parce que je ne suis pas un obsédé du pathogène, je suis un obsédé de la santé en général et les pesticides font partie du deal, mais jusqu'à maintenant, compte tenu de ce que je pense être un biais dans les prélèvements qui nous sont envoyés, je trouve que dans 95% des cas, ce sont bien les pathogènes qui sont responsables des pertes. Ok. Est-ce que l'aliment complémentaire, du coup, Bifool, est efficace contre tous les virus, bactéries ou sur une partie seulement des pathogènes? Donc, il y a une présentation, sur la présentation, c'est écrit. Est-ce que on renvoie peut-être à la consultation de la présentation qui sera mise en ligne, ou tu veux dire un petit mot rapidement? Oui, je dis un mot parce que tout ce que je vous ai présenté est en réalité avec une cohérence entre les différentes approches que l'on a. On fait un diagnostic précoce et à ce stade-là de présence des pathogènes, le système immunitaire est largement suffisant pour régler tous les problèmes. Donc, l'aliment complémentaire que l'on distribue va permettre de rendre efficace l'immunité contre n'importe quel type de pathogène, dans ceux qu'on a mis en évidence par l'analyse. Donc, il n'y a pas de sélectivité, on n'est pas démuni face à des virus ou démuni face à d'autres pathogènes. On attend de pied ferme de démontrer la présence de ces fameux trypanosomes que j'ai cités pour montrer qu'ils vont subir le même sort que les autres pathogènes. Ok. On a eu la question de est-ce que le produit est autorisé en bio. Une apicultrice qui a certainement utilisé a répondu en disant que toutes les matières premières du produit sont bio. On peut donc l'utiliser en bio car il n'y a pas d'autre solution pour les virus. Voilà. Mais attention au cahier des charges de l'apiculture biologique. Est-ce que tu confirmes ça? Oui, c'est un point qui est en débat et les arguments qu'on utilise aujourd'hui sont ceux qui viennent d'être énoncés. Il y a aujourd'hui dans le cahier des charges de la bio d'énormes insuffisances, il n'y a pas d'adaptation, on est resté sur une approche très traditionnelle et les oligoéléments en particulier qui sont autorisés dans toutes les productions animales ne sont pas prévus dans le cahier des charges de la bio en apiculture, mais compte tenu qu'il n'y a pas d'autre solution, je pense qu'on aura une tolérance à ce propos. Donc aujourd'hui, les bios qui sont très sensibles à la démarche que je présente, aiment beaucoup justement à amener des aliments complémentaires. Une autre question qui a été aussi un réflexe chez nous, on voit que le succès du traitement ou de l'application réside dans de toutes petites doses pour que ce soit justement non stocké et que ce soit le mieux utilisé possible, toutes les 48 heures. Quand on a 500, 800, 1000 et plus de ruches, ça peut faire très vite peur. Il y a un apiculteur justement qui me dit « Je suis professionnel, il m'est impossible de passer sur mes ruches à cette fréquence. Va-t-il exister une autre solution ?» La même apicultrice que tout à l'heure nous dit que vous travaillez peut-être sur une solution applicable en une fois. Est-ce vrai, pas vrai? Est-ce qu'on n'a pas d'autre choix que de passer toutes les 48 heures à raison de 4 à 6 fois? Alors,
Pour les apiculteurs qui ont subi une belle claque, je peux vous dire qu'ils ne discutent pas, ils passent 6 fois et ça leur fait aujourd'hui pas peur. Mais c'est vrai qu'on est en train de travailler sur une forme à effet retard qui sera sous forme d'un candy additionné des éléments actifs et qu'on doit pouvoir vous proposer ça dans un délai qui va être en gros de quelques mois, le temps de faire toutes les validations, avec par contre un coût qui sera beaucoup plus important. On va passer de moins de 2 euros à quelque chose qui va être aux alentours de 10 euros, mais avec un seul passage. D'accord. Après, il y a d'autres questions par rapport au conditionnement. Est-ce qu'il y aura du vrac? Ça, on répondra un petit peu plus tard. Est-ce qu'on peut donner du Bifoul Plus en même temps que le traitement anti-varroa? Ou faut-il scinder les deux? Est-ce qu'on profite du passage avec la lanière pour mettre le Bifoul? Quand on travaille avec des acides organiques, le traitement anti-varroa d'été est court. Quand on travaille avec de l'amitrase, il va durer 8 à 10 semaines. Donc, vous attendez simplement que votre traitement anti-varroa type amitrase ait été mis en place depuis à peu près une quinzaine de jours pour que la grosse vague de libération soit passée. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre, même si les lanières sont encore présentes, le traitement contre les pathogènes. D'accord. Sur le sucre à utiliser, donc est-ce qu'on utilise un morceau de sucre ou un morceau d'un candy? On me parle du candy Pauline. Voilà, est-ce que le sucre le morceau de sucre solide est mieux? Simplement, ce que j'ai à dire, c'est que le sucre mis à disposition doit être dur. Donc, si on a un candy qui est dur, on pourrait peut-être d'ailleurs prendre du candy et le mettre à l'air et le laisser sécher pour avoir cette forme justement solide, parce qu'il faut éviter que les abeilles viennent se coller dessus, parce que je pense que pendant le transport qui peut durer jusqu'à 2 ou 3 jours, quand elles arrivent, elles sont pas très très reluisantes quand c'est avec un candy poisseux. D'accord. Alors là, j'ai une phrase, je ne sais pas si c'est une question, utilisation de la grille à reine par rapport aux pathogènes. Alors, est-ce qu'on parle peut-être des frottements et à ce moment-là, peut-être des lésions elle peut créer ou je ne sais pas, là, je ne vois pas vraiment Oui, la oui, 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 question. mais c'est pas idiot. J'avoue que moi, j'ai pas exploré cette piste-là, mais c'est une question qu'on peut se poser. Oui, oui. L'intérêt de la supplémentation en molybdène. Ça, je suis pas assez technique. Je te laisse répondre. Bon, non, je ne vais pas faire de commentaires parce qu'il serait très désobligeant par rapport à ce qui est fait comme publicité autour de de ce qui est dit là. On attend qu'il y ait j'allais dire, des solutions concrètes de proposer. Nous, on a proposé une solution diagnostique, une solution d'intervention. C'est quelque chose qui est abouti. Je vois pas comment, avec ce qu'on sait aujourd'hui du molybdène, on peut proposer quelque chose qui soit crédible pour les apiculteurs. J'ai une question sur l'intérêt du coup qu'on peut se poser sur faire le test Patobi à 90 euros. Je comprends que suivant la taille de l'exploitation, moi de ce que je comprends de ce que tu as présenté, on sait que les colonies dans tous les cas sont touchées par des virus. Le test va permettre de connaître avec précision ce qu'il y a. On peut aussi contourner le test et traiter de manière systématique avec Bifou Plus. Si vous voulez, mais c'est pas très astucieux ça, parce que imaginons qu'on n'ait pas Nosema ceranae. Ça veut dire qu'avec 3 passages, avec que des virus, ça va être suffisant. Alors pourquoi en faire 6? Ça a une dépense de temps, là, c'est très chronophage ça. Donc D'accord. soyons très précis, allons vers le protocole qui est proposé, qui sera le protocole à minima, mais le protocole efficace. Donc, je pense que c'est un mauvais calcul de se dire, c'est pas cher. C'est vrai que le produit n'est pas cher et qu'on pourrait le faire systématiquement. C'est un travail un peu brouillon. C'est pas un travail, à mon avis, cohérent. Alors tu parles pas cher, c'est aussi une réflexion qui nous a été faite de notre côté. Le Patobi inclut l'analyse, le compte-rendu, qui Oui. aujourd'hui est encore rédigé par toi. Bon, voilà, ça peut paraître gros comme prix 90 euros, mais ça reste quelque chose de très accessible par rapport à tout le travail et l'information qui en découle derrière. Oui,
Oui, oui, mais écoutez, les bras m'en tombent un peu, hein. Je l'ai comparé au prix de l'analyse pour un seul virus. J'ai pris le cas de la Covid, où Oui. un virus c'est 35 euros. Là, pour 15 virus, on vous fait 90 euros, plus le commentaire, qui est très important. Le commentaire, j'y tiens beaucoup parce que on ne peut pas laisser les apiculteurs comme ça seuls, abandonnés dans la nature. Il faut les encadrer et même leur faire des perspectives à long terme. C'est-à-dire qu'on donne la première attaque, le premier traitement, et on les prévient en disant ce que vous constaterez à la sortie de l'hiver 2025, vous pourrez déjà en déduire le niveau d'efficacité de ce que vous avez fait et vous pourrez anticiper sur votre intervention pendant la fin de l'été 2025. Voyez. Donc je Ok. pense qu'il faut être rigoureux. La Voilà, rigueur est j'avance parce importante. qu'il nous reste que 10 minutes. Je vais essayer d'en faire le maximum et le reste, on répondra après. Ouais. Bon, introduction des rennes de l'hémisphère sud. Pourquoi sont-elles aussi dangereuses? Certainement parce qu'elles sont porteuses, du coup, Oui, elles sont porteuses de virus qui ne sont pas forcément chez nous, quoi. Mais pas que celles de l'hémisphère sud, celles de votre voisin, par exemple. Si vous avez SBV dominant et que lui a BQCV dominant, eh ben, vous prenez BQCV en plus, donc vous en aurez deux au lieu d'un. Donc, c'est toujours les échanges. Et aujourd'hui, je n'incrimine pas du tout les apiculteurs. Je dis que les instances sanitaires chargées du négoce des animaux, aujourd'hui, n'ont pas fait leur travail et que quand vous prenez, par exemple, l'achat d'un bovin, il est soumis à une visite d'achat avec des tests qui sont faits. On n'introduit pas comme ça un animal venant d'un autre élevage, même si c'est celui de votre voisin. Hein, l'introduction des pathogènes ne vient pas forcément de l'autre bout du monde. Ça peut être tout simplement votre voisin qui ait des pathogènes différents des vôtres. Peut-on traiter, alors là, c'est encore d'autres questions, le varroa avec des feuilles de rhubarbe? Bon, ça, Non, on non, non, c'est s'éloigne un pas petit sérieux, peu. c'est pas sérieux. Non? Je proteste contre toutes ces. euh, quand on fait une approche alternative de la santé, il faut être très rigoureux, avoir une méthode de travail. Et l'approche alternative n'est pas une suite de recettes. Les recettes sont tout ce qui nous empêche de progresser. Il faut qu'il y ait à chaque fois une explication de ce que l'on fait, une validation de ce que l'on fait et se tenir à des protocoles qui soient très rigoureux. J'ai d'ailleurs, on va peut-être me taxer de faire de la pub, mis au point une méthode qui s'appelle la méthode PEPS, qui est un ensemble de recommandations pour tout type d'élevage, pour pouvoir justement être cohérent et ne pas improviser des choses qui sont invraisemblables. On me demande si tu connais les travaux de Mariano Higg dans le début des années 2000. Oui, oui. Oui, bon, voilà, ok. Donc, voilà. Euh, bon, ça, je verrai après. Un comparatif sur certains produits. Pourquoi? Bon, le Bistrong, ok. Bifoul Confort et Bifoul Plus, est-ce qu'on peut les appliquer en même temps? Euh, oui, éventuellement, mais je vais dire que on s'est fixé, on va pas faire là, on va me titiller pour que je fasse du commercial. Euh, Si les gens sont intéressés par l'ensemble des produits que l'on propose, on a une Les plaquette contacts, très ok. complète. Oui, oui, Ok, non, ok, ok, je veux pas ok. tomber, Oui, oui, me c'est bon. prêter le flanc à la critique. Ok. Bon. Ah oui, est-ce qu'on on fait un test patobie, enfin par rucher? Oui, indispensable, sauf si ça se ressemble beaucoup. Mais si vous avez un rucher qui a fait des transhumances particulières, et c'est sûr que là, il aura certainement, par contact et voisinage avec d'autres effectifs, il aura peut-être pas un portage identique. Une question, voilà, pourquoi ne pas tout simplement mettre à disposition des oligo-éléments, normalement issus du pollen, donc cuivre, tout ce qu'on a pu voir, hein, que régulièrement tout au long de l'année, dans l'eau d'abreuvoir par exemple. Pas d'analyse, apport régulier d'éléments qui stimulent l'immunité, etc. Je serais ravi, si vous trouvez que les informations que j'apporte sont intéressantes, de vous faire une autre formation sur les pollens
les substituts de pollen et l'alimentation de l'abeille. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Le pollen, théoriquement, apporte tous les éléments nécessaires, aussi bien en acides aminés qu'en oligoéléments, sauf qu'on a cette fameuse règle que tout le monde connaît, qu'il faut une grande diversité des pollens apportés, une quantité suffisante. Donc c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait globalement aujourd'hui dans le type d'apiculture que l'on pratique. Tout est une question d'équilibre et de situations différentes. Une insuffisance dans les oligoéléments mis à disposition des abeilles qu'on a éprouvé le besoin de leur proposer ça pour que leur système immunitaire fonctionne correctement. Alors oui, une question qui peut être intéressante. Après, est-ce que le dosage est le même entre une ruche et une mini plus, par exemple, nucléi, si on doit être amené à traiter, est-ce qu'on met la même quantité de produit? On met 250 ml pour une d'Adam sur 8 cadres, par exemple, mais sur une mini plus, non, on va mettre que 100 ml par passage, par exemple. D'accord. Sur sur les variétés d'abeilles qui existent, notamment, est-ce que tu as connaissance des variétés plus résistantes qu'une autre? Pis mellifera, ligustica, buckfast, Oui. ça peut être Cecropia. Je crois que là, je défends l'abeille noire, bien sûr, mais ça, c'est vraiment j'allais dire, des manies que l'on peut avoir. Ce qui détermine la façon dont l'abeille se défend, c'est la façon dont on la conduit. Quand vous êtes avec une ruche, avec une buckfast, et que vous visez, par exemple, 100 kg de miel par colonie et par an, et que vous êtes à côté de ça avec une colonie d'abeilles noires pour laquelle vous allez lui demander au maximum 5 kg de miel par an, on n'est pas dans les mêmes conditions. Donc, la façon dont on conduit est très déterminante dans la capacité des abeilles à réagir. Je ne crois pas qu'il y ait une super abeille. Je suis désolé de le dire, alors que par conviction, j'aime bien l'abeille noire. Et en plus, j'ai un rapport affectif avec les ruchetrons, mais non, c'est pas sérieux de pouvoir dire qu'elle est meilleure que la buckfast. La buckfast, c'est une Formule 1 et il faut se comporter et être digne. Ça aussi, c'est une des difficultés de tous les élevages. Il faut être digne de la génétique et des prétentions que l'on a avec les animaux qu'on manipule. Donc ça aussi, ça entraîne beaucoup de modestie de la part de l'éleveur. Il faut se montrer digne des animaux qu'on a à gérer. Bon, il nous reste 2 minutes. Alors, il y a une question, pourquoi on n'a pas comparé avec Bistrong? C'est à notre demande que Gilles a fait une comparaison avec Nosévite parce que c'est un produit qu'on utilise et on sait qu'il a fait ses preuves. Après, on aurait pu comparer ce produit-là avec plein d'autres choses. Mais le but était de pas non plus trop partir dans les comparaisons de produits parce que c'est pas du tout la question. Une question pour du sirop à 50-50, on répondra pour expliquer comment on fait du sirop à 50-50. Oui, la Voilà, on règle me est dit que importante ouais, à ouais, connaître. alors, je te laisse nous le dire alors rapidement si tu veux pour ceux qui connaissent pas. Eh bien, quand vous prenez 1 litre d'eau et 1 kilo de sucre, vous obtenez simplement 1,5 litre de sirop. Donc, parce qu'on jongle entre les volumes et les poids, il faut faire très attention à ça. Fais attention à la densité qui n'est pas la même. Oui, Voilà. tout à fait. Écoutez, on va aller peut-être une toute petite dernière. Je possède 4 ruches, est-ce nécessaire de faire une analyse? Après, tout dépend de qui je. Bon, là, la question, elle est un peu. Oui, ça dépend un peu de la psychologie de Ça dépend de ce que l'apiculteur. vous voulez faire. Voilà, une dernière, Voilà, tout allez, à fait. une colonie agressive se défend mieux des pathogènes. Donc, Non, toi, ça, tu je es ne crois fervent pas. de la noire, voilà. Ouais, je ne crois pas. Ok. Bon, merci à tous. En tout cas, s'il y a d'autres questions, on répondra avec plaisir. Là, on a répondu quasiment à tout le monde. Je rappelle que ça a été enregistré, que ce sera publié sur YouTube et on va pouvoir vous envoyer du coup à tous les participants et ceux qui étaient inscrits justement les liens pour pouvoir visionner la webconférence. Je rappelle également que du coup, Gilles, qui vient de vous présenter tout ça, sera présent au congrès de Tours de l'apiculture. Il sera sur notre stand. Il pourra venir également débriefer ou en tout cas soumettre les résultats des patobies qui auront été envoyés. Alors certainement, s'il y en a beaucoup, il ne pourra pas tout faire, mais en tout cas, quelle était ton idée, Gilles? Je te laisse en parler.
Oui, oui, je suis prêt. Je me suis consacré pour les semaines qui viennent à faire les commentaires sur les analyses qui seront faites. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est pas quelque chose j'allais dire, de méprisable ce qu'on vous demande. C'est quelque chose qui aujourd'hui a un nom que les chercheurs ont mis en avant en disant c'est de la science participative. Tout ce que nous pourrons faire pour faire avancer la connaissance du phénomène est important et collectivement va servir donc à tous les apiculteurs. Dans ce cadre-là, je me suis engagé à mettre mon temps à la disposition de vos analyses et on s'attend à une vague de demandes. J'espère que ce sera confirmé. Donc, je vais passer beaucoup de temps à faire les commentaires et on va préparer pour les clients de ICO un document collectif qui sera commenté sur votre stand au moment du congrès de Tours. Et c'est important parce que cette démarche collective permet d'enrichir encore plus notre connaissance du phénomène et on va pouvoir voir, si vous voulez, rassembler des informations supplémentaires. Donc, la démarche collective est un point important. Okay. Et en plus, les apiculteurs pourront échanger leurs points de vue entre eux. Donc, on vous précisera les heures auxquelles j'interviendrai sur le stand et comment vous pouvez participer justement à ces réunions. Est-ce que tu fais aussi une conférence là-bas à un moment donné ou... Oui, il y a une conférence qui est prévue le vendredi matin à 11h30, de 11h30 à 12h30. Il faudra que je sois moins bavard qu'aujourd'hui, mais c'est une difficulté d'ailleurs parce qu'il y a tellement de nuances dans l'approche que l'on peut faire et d'arguments qui permettent de mettre en cohérence chacun des actes que l'on fait qu'il me faut un certain temps pour tout expliquer. Bon, j'essaierai d'être moins bavard au moment de la conférence. On a tenu, hein, tu avais 1h30 de présentation, tu as fait en 1h30, on avait une demi-heure de questions-réponses et on a également tenu les choses. Et puis voilà, on essaiera, nous, dans l'avenir. C'est vraiment fondamental et je tiens vraiment à ce que le document qui va être issu de notre intervention d'aujourd'hui soit référé en ce que j'ai dit tout à l'heure, conférence ICO, parce que vous donnez un coup de pouce énorme à la diffusion de cette méthode-là et de ce qu'elle va pouvoir apporter à la façon de sécuriser la santé des abeilles. Qu'elle soit appelée ICO ou pas, l'important c'est surtout que les informations circulent et que les choses soient faites. Et si ça peut régler des problèmes, on est les premiers heureux. Si l'apiculture se porte bien, on se porte bien. Voilà, et nous on essaiera peut-être, tout à l'heure tu avais proposé de faire à un moment donné peut-être un sujet sur les pollens, etc. Il y a eu quelques réactions comme quoi ça pourrait être aussi très intéressant à l'avenir, si peut-être qu'on arrivera à organiser d'autres webinaires comme ça, parce qu'on voit quand même qu'on a réussi à garder pratiquement pendant 2 heures 500 personnes, donc on est très satisfait et ça nous encourage à poursuivre. Et au nom d'ICO, je te remercie vraiment pour cette intervention-là qui nous a apporté beaucoup de choses à tous. Un vrai plaisir et je vous en remercie moi aussi. Bon, on va finir la webconférence comme ça. Merci à tous, aux participants. On vous envoie les éléments très rapidement. La présentation, il y aura des offres aussi sur le Patobi, etc. Voilà, on va voir ça comme quelque chose de commercial, mais en tout cas, si on peut vous aider à avoir accès à ces produits, on le fera. Et puis, écoutez, bonne fin de saison. Hein. Elle est déjà bien entamée. Et puis, bonne préparation. Voilà. On prépare une saison déterminante, c'est-à-dire l'hiver. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre en ce moment. Très bien. Là, je répète juste une dernière chose. Il n'existe pas de protocole et traitement RZ pour cette année. Bon, ça, on répondra plus tard. Allez, c'est bon. Je vous laisse tous tranquilles. Bonne soirée et puis à bientôt. Merci, Pierre. Au revoir.